Olivier Ngo est notre invité ce matin. Il est le président du comité de gestion de la coopérative Scoop C Cacao, les cultivateurs engagés de cacao. Monsieur, bonjour et bienvenue sur DFM. Bonjour madame, bonjour à toute la grande famille de Dynamique FM. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. À vous aussi. Merci. Alors, comment se porte le secteur du café et du cacao au Cameroun à date? Le secteur du café et du cacao au Cameroun actuellement est en pleine expansion. Oui. En expansion grâce à des prix avantageux qui permettent au Cameroun, qui a su prendre cette tendance-là très tôt, de se trouver en position de force face aux différents acteurs de la filière. Donc, on va dire que actuellement, les cultivateurs ou alors les vendeurs de cacao se lèchent les pouces. Ah non, vraiment, ils sont très, très, très heureux. Ils n'ont pas de problème en ce moment pour pouvoir préparer les rentrées scolaires, préparer les tontines, donner un peu d'argent à madame ou aux enfants. Non. Les poches sont pleines. Et est-ce que l'exportation est un peu plus facile? L'exportation a toujours été la même. C'est des procédures qui sont connues. Oui. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs étrangers, par contre, qui sont intéressés par le marché camerounais et qui viennent et qui essaient aussi de comprendre comment ça se passe chez nous. Et au cours de la campagne caféière 2023-2024, le Cameroun a exporté 10 161 tonnes de café Robusta et 286 246 tonnes de café Arabica, soit une baisse de production de 25% par rapport à la campagne précédente. Quelle stratégie les producteurs envisagent-ils pour remédier à cette situation lors de la campagne de 2025? Alors, je vous prie de m'excuser, madame. Je vais d'abord faire une petite rectification. Parce qu'au niveau des chiffres, oui. Ces cafés Robusta et Arabica confondus au niveau de 15 000. Et les 200 000, ça doit être lié au cacao. Mais pour dire que, en fait, le café traverse une période difficile depuis, on va dire, une dizaine d'années, qui est liée au fait que, contrairement au cacaoyer, qui est un arbre assez dur, résistant, le café, on peut tout simplement l'arracher. Oui. Et dans les bassins de production, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs se sont carrément détournés du café pour pouvoir faire des cultures plutôt maraîchères, vivrières, qui ont un cycle plus court et qui permettaient de faciliter un petit peu avec des prix bas l'écoulement de leurs produits. Mais pour ce qui concerne le cacao, oui, la tendance est à la régénération des vergers et donc à une production qui risque de croître continuellement au fur des prochaines années parce que nous avons un objectif, c'est d'atteindre la barre des 600 000 tonnes de cacao. Et tout cela va passer par quoi concrètement? Vous avez parlé tout à l'heure d'une méthode, mais est-ce la seule? Alors, ça va passer par plusieurs éléments. Le premier, c'est, comme je le disais tantôt, la régénération des vergers. Oui. Non pas parce que ces vergers sont vieux, mais c'est ceux qui les utilisent qui sont un peu âgés. Donc, il faudrait que nous rajeunissions les acteurs au sein de la filière, c'est-à-dire qu'il y ait des plus jeunes cacaoculteurs ou bien caféiculteurs qui s'en occupent. Et pourquoi pas faire également un recyclage? Le recyclage, c'est quand même quelque chose qui demande des forces physiques assez conséquentes. Okay. Donc, nos grands-pères, on préfère quand même les avoir comme consultants, qui nous parlent un peu de l'histoire de l'arbre, qui nous disent comment ils ont obtenu l'arbre, mais qui nous donnent un peu de terre aussi à nous les jeunes pour que nous puissions aussi cultiver. Et donc, ça passe aussi par des bonnes pratiques agricoles pour augmenter les rendements, la productivité des arbres. Et aussi s'arrimer donc aux enjeux actuels de la préservation de l'environnement en géolocalisant nos parcelles pour qu'on puisse, dans le monde entier, savoir que telle parcelle n'est pas sujette à déforestation. Une enveloppe de 10 milliards de nos francs CFA a été annoncée pour dynamiser votre filière cacao-café durant la campagne 2024-2025. Est-ce que ces fonds sont déjà disponibles? Non, ces fonds sont disponibles parce que ce qui est bien au Cameroun, c'est que nous avons plusieurs organismes en charge de la relance de la filière. Nous pouvons citer le FODEC qui a eu un décret récemment pour organiser son fonctionnement. Nous avons l'ONCC, nous avons la SODECAO, nous avons le CICC. Ce sont des organismes qui sont vraiment en charge de la relance de la filière café-cacao et qui produisent des programmes qui permettent soit par exemple à des femmes de s'insérer dans le circuit, soit à des jeunes de s'insérer dans le circuit pour avoir soit des produits comme le matériel végétal, les intrants, ainsi permettre donc à nous, producteurs, de pouvoir être armés face aux enjeux de l'agriculture moderne. Et avez-vous l'information de savoir comment ces fonds seront dispatchés? Alors, ces fonds sont généralement dispatchés à travers donc, des programmes structurants, comme je vous le disais tantôt, oui. Qui à leur tête ont des coordinateurs nationaux. Bon, pour dire à qui, quand, comment, ça, oui. Je ne peux pas tellement le dire, c'est plus à ma tutelle. À l'Association nationale des producteurs de café et de cacao, vous pouvez poser la question, mais oui, ces fonds-là vont directement au sein des bassins à travers les coopératives pour ensuite toucher le maximum de producteurs.
Le Cameroun se positionne comme troisième producteur de cacao en Afrique, derrière le Ghana et la Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous l'accès croissant pour les fèves camerounaises et l'augmentation continue de leur prix borchon? Alors vraiment, ce qui caractérise le Cameroun, contrairement à des pays comme la Côte d'Ivoire particulièrement ou bien le Ghana, c'est que nous avons choisi de ne pas déforester nos forêts. C'est-à-dire que nous n'avons pas coupé à tout va nos forêts, on les a préservées. On a gardé des cultures, on va dire, familiales. Les exploitations camerounaises dépassent très rarement les 2 à 3 hectares. Ce qui fait que nous avons gardé donc cette liberté-là, puisque nous n'avons pas de système de stabilisation qui nous oblige à vendre à tel ou tel prix. Ce qui fait qu'un acteur camerounais, en fonction de la qualité du produit qu'il vend, peut le vendre au prix qu'il veut selon les termes fixés par le marché international. Et avec une contribution de 3% au PIB, selon les données de l'Office national du cacao et du café ONCC, le secteur du cacao peut-il réellement devenir un moteur de la croissance économique camerounaise? Vous savez, nous, les agriculteurs, quand on invite un ingénieur agronome, un chercheur pour nous donner des conseils dans la gestion de nos exploitations, la première chose qu'ils nous disent, c'est de penser à la diversification de vos revenus. Donc, et un arbre fruitier, et des collatiers, des bananiers. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que miser le développement du Cameroun uniquement sur le cacao, ce serait, je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Donc, moi, je pense que le cacao a sa part à jouer. Le cacao peut permettre même d'amorcer l'industrialisation du pays. Mais il faudrait aussi que d'autres secteurs puissent aussi bénéficier de du même accompagnement, du même succès. Et ça permettra à tous, donc, agriculteurs, cacaoculteurs ou bien agriculteurs au sens large, de pouvoir avoir des produits de qualité et de pouvoir vivre de leur travail. Le dire ainsi, c'est pas plutôt facile, contrairement à la pratique sur le terrain? C'est ce que je dis, c'est que nous, notre secteur a été privilégié, a été encouragé, a été pouponné, ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la merci, comme je disais, des aléas des marchés internationaux, mais d'autres cultures, elles, ce n'est pas le cas. Les agriculteurs vivent en grande précarité. Et il faudrait donc voir dans quelle mesure leur permettre eux aussi de pouvoir bénéficier de produits de qualité à des prix aussi hauts. Et vous, en tant que président du comité de gestion de la coopérative Scoops et Cacao, les cultivateurs engagés de cacao, pouvez-vous nous présenter les activités concrètes de votre coopérative? Alors oui, notre coopérative justement a choisi de se positionner sur un marché de niche. De niche, c'est-à-dire? Nous faisons du cacao de spécialité. Un peu comme je vous expliquais tantôt par rapport au café de spécialité, il y a aussi un cacao de spécialité. C'est un cacao qui est prisé par des chocolatiers du monde entier dans un circuit court qu'on appelle en anglais du bean to bar. C'est-à-dire qu'ils viennent directement dans nos exploitations, regarder la qualité de nos fèves et nous les acheter borchon. D'accord. Et à côté de ça, quelles sont les autres activités de votre coopérative? Alors, nous avons un manifeste. Nous avons vraiment voulu qu'au sein de notre coopérative, tous les membres de notre coopérative soient bancarisés. Comme je vous le disais, avec la nouvelle directive internationale, en l'occurrence européenne, toutes nos plantations sont géolocalisées. Et aussi, nous travaillons uniquement en agroforesterie, c'est-à-dire que nous préservons l'environnement dans nos méthodes de travaux agricoles. À vous entendre parler en expliquant que c'est chose facile, mais certainement vous passez par des difficultés. Lesquelles? S'il y en a, bien sûr. Alors, la plus grande difficulté que nous rencontrons cacaoculteurs à l'heure actuelle, c'est l'enclavement de nos exploitations. Beaucoup de produits, parfois, restent en brousse pourrie, faute de moyens de pouvoir les écouler. Je pense notamment à mes collègues de la coopérative des femmes rurales dans le littoral, qui depuis que les ponts se sont effondrés chez elles n'ont plus de moyens pour pouvoir écouler leurs produits. Non seulement le cacao, mais aussi les mangues, le plantain. Et ça, c'est vraiment des difficultés que nous trouvons assez compliquées à pouvoir résoudre par nous-mêmes. Oui, c'est à l'occasion de faire un appel aussi. Nous faisons vraiment un appel aux autorités. Si elles peuvent vraiment résoudre ce problème au plus vite, je sais qu'elles ont fait des promesses de ponts, provisoires, mais que ces ponts-là puissent voir le jour. Parce que là, ces femmes-là, elles ont des familles et ça devient vraiment compliqué pour elles de pouvoir joindre les deux bouts. Donc, au sein de votre coopérative, vous n'avez aucune difficulté? Si, donc je disais... Comment pour intégrer votre coopérative? Non. J'ai cité un problème, ce qui est l'enclavement. Il y a un deuxième problème. C'est comme je disais, par rapport au fait que les vergers sont vieux, il faut vraiment inciter de plus en plus de jeunes Camerounais, au lieu de monter sur les motos, au lieu de partir en ville pour aller après dans le désert, rester au village avec nous, cultivons.
aidons-nous mutuellement, créons des rotations au sein de nos organisations pour pouvoir avoir du produit, avoir du rendement et vendre plus. Ça, c'est un autre enjeu. Un troisième enjeu, c'est comme je le disais aussi, avec l'arrimage technologique, nous devons géolocaliser nos parcelles. Et parfois, les producteurs n'ont pas l'information ou ne savent pas comment faire pour pouvoir géolocaliser leurs parcelles. C'est pour ça que des coopératives comme les nôtres, on essaye au maximum de participer à des campagnes de sensibilisation pour vraiment mettre cette information plus près des producteurs. Et quels sont les critères pour adhérer à votre coopérative? Alors nous, vraiment, comme je l'ai dit, notre coopérative est un peu particulière parce que nous ne faisons pas ce qu'on appelle du tout venant. Nous sommes sur un marché de niche. Donc les producteurs, avant d'intégrer notre coopérative, on va faire une inspection des méthodes de travail, de comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dans la coopérative? Est-ce que cette coopérative a été, cette exploitation a été coupée? Donc est-ce que c'est une forêt primaire ou non? Et ensuite vérifier si cette personne est d'accord avec le cahier des charges de notre coopérative avant d'adhérer. Les principaux bassins de production sont situés dans les régions du littoral, du sud-ouest, de l'ouest, du sud. Serait-il envisageable d'étendre cette culture à d'autres régions pour augmenter, pourquoi pas, leur production nationale? Oui, le problème avec l'extension, donc comme je le disais, pour nous qui faisons un peu de l'agriculture responsable, c'est qu'il ne faudrait pas couper des forêts vierges, des forêts qui n'ont jamais été touchées. Donc, moi, je pense qu'il est plutôt judicieux de densifier les plantations actuelles, d'améliorer les rendements. Il y a des espèces hybrides qui sont sur le marché. Comme je vous le disais, des organismes comme la Sodecao font des champs semenciers. C'est plutôt des solutions comme celle-ci. Meilleure productivité, meilleur rendement, augmenter la qualité, vendre plus cher, que de couper à tout va. Et on perdrait, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, notre spécificité. Et lorsque vous parlez de densifier, vous parlez de quoi exactement? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, 1 tonne l'hectare, on cherche à avoir 1,5 tonne l'hectare en termes de production. Sur la même surface. Sur la même surface, oui. D'accord. Et si c'est pas possible? Non, c'est totalement possible. Il y a des méthodes de pollinisation, de greffage, de clonage qui permettent vraiment aisément de le faire. Et telles sont donc les paroles du président du comité de gestion de la coopérative Scoop Cameroun, les cultivateurs engagés de cacao. Olivier Ngoué était l'invité ce matin. Monsieur, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une très belle journée.